Il existe une différence fondamentale entre quelqu'un que votre présence fascine et quelqu'un qui se consacre à votre être profond. L'attention est aisée à offrir. Elle brille, elle flatte, elle procure une sensation d'intensité immédiate. Pourtant, elle peut s'évaporer dès l'instant où elle n'est plus alimentée. Ce dont nous parlons aujourd'hui est bien plus substantiel. Nous évoquons un amour capable de plonger sous votre surface pour reconnaître quelque chose d'intemporel en vous. Cette personne n'admire pas seulement votre apparence lorsque vous rayonnez d'assurance. Elle remarque qui vous êtes dans le silence. Elle ne réagit pas uniquement quand vous illuminez une pièce. Elle demeure à vos côtés quand vous hésitez, que vous vous repliez sur vous-même, ou que vous êtes épuisé d'être fort. C'est là la première preuve. L'attention est attirée par la performance. L'amour, lui, est attiré par l'authenticité. Nombreux sont ceux qui tombent amoureux de projection. Ils perçoivent ce qu'ils souhaitent percevoir. Ils s'attachent à une image, à une idée ou à un rôle que vous jouez sans le savoir. Mais lorsque quelqu'un aime votre âme, il n'est pas dupé par les illusions. Il est curieux de vos contradictions. Il est patient face à vos complexités. Votre indépendance et votre profondeur ne le menacent pas. Plutôt que de reculer en entrevoyant vos fragilités ou vos blessures, il se rapproche avec bienveillance. Une autre preuve en découle. Cette personne ne cherche pas à vous remodeler en une version plus commode de vous-même. Quand quelqu'un ne convoite que l'attention, il vous façonne pour la conserver. Il encourage les aspects de vous qui le divertissent et freine subtilement ceux qui le challenge. Mais lorsque quelqu'un aime votre âme, il respecte votre intégralité. Il ne vous demande pas d'atténuer votre intensité, ni d'adoucir vos arêtes pour son propre confort. Il comprend que votre lumière et votre ombre forment un tout indissociable. Lorsque nous affirmons que l'amour véritable perçoit les parties inconscientes de vous et pas seulement votre personnalité visible, nous parlons d'une capacité de perception qui va bien au-delà du charme, des habitudes ou de l'identité soignée que vous présentez au monde. Chaque être humain développe un moi visible. C'est la version de vous qui sait s'exprimer de façon appropriée, démontrer ses compétences, afficher sa force, son humour, son intelligence ou sa sérénité. C'est le moi social, celui que façonnent les attentes, la culture, les rôles familiaux et les mécanismes de survie. La plupart des liens se nouent à ce niveau. Les gens réagissent à votre apparence, à votre comportement, à la façon dont vous les faites se sentir dans l'instant. Ils s'engagent avec votre personnalité, pas nécessairement avec votre monde intérieur. Mais sous cette couche visible s'étend tout un paysage. Il y a des peurs que vous articulez rarement, des aspirations que vous admettez à peine, de vieilles blessures qui influencent encore vos réactions, des instincts que vous réfréniez pour rester acceptables, des rêves que vous protégez parce qu'ils semblent fragiles. Ce monde intérieur n'est pas toujours logique ni ordonné. Il recèle des contradictions. Vous pouvez être confiant et insécurisé en même temps. Vous pouvez aspirer à la proximité tout en redoutant la vulnérabilité. Vous pouvez être fort pour tout le monde tout en souhaitant secrètement que quelqu'un voie que vous êtes fatigué. Une grande partie de cela opère de manière inconsciente. Vous ne le comprenez peut-être même pas pleinement vous-même. Lorsque quelqu'un n'aime que votre personnalité visible, il aime ce qui est pratique et compréhensible. Il admire vos forces, apprécie votre humour, reconnaît votre fiabilité ou est attiré par votre énergie. Mais ce lien dépend de la continuité de cette présentation. Si vous changez, traversez des difficultés, vous retirez ou révélez une complexité, son attachement peut s'affaiblir parce qu'il était ancré à la configuration de surface de ce que vous semblez être. Aimer les parties inconscientes de vous requiert un type d'attention différent. Cela signifie percevoir en vous des schémas que vous n'avez pas explicitement expliqués. Cela signifie remarquer que votre irritation est en réalité de la douleur, que votre silence est une protection,
que votre indépendance dissimule la crainte d'être un fardeau pour les autres. Écrivez profond dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans cela. Cela implique de percevoir les courants émotionnels sous vos mots. Il ne s'agit pas de lire dans les pensées, il s'agit de syntonie, une sensibilité intuitive à ce qui se cache derrière les comportements. Un tel amour ne réagit pas uniquement à ce que vous montrez, il répond à ce que vous peinez à montrer. Quand vous compensez par la force, cette personne perçoit la fatigue. Quand vous désamorcez avec l'humour, elle ressent la vulnérabilité. Quand vous vous retirez, elle n'interprète pas cela immédiatement comme un rejet. Elle envisage que vous êtes peut-être submergé. Elle n'interagit pas seulement avec vos actes, mais avec les motivations profondes et les histoires qui façonnent ces actes. Cette profondeur de compréhension peut être déstabilisante. Être appréhendé à ce niveau vous expose. L'inconscient est là où réside souvent la honte, le doute et la douleur non résolue. Quand quelqu'un reconnaît ces aspects sans jugement ni retrait, cela crée une rare expérience de sécurité psychologique. Vous n'êtes plus tenu de maintenir une performance constante. Vous pouvez vous détendre. Vous pouvez vous contredire. Vous pouvez admettre votre confusion. L'amour demeure. Aimer les parties inconscientes de quelqu'un signifie également accepter qu'il soit inachevé. Il y a des tensions non résolues, des angles morts, des identités en évolution. Plutôt que d'exiger la perfection, ce type d'amour est patient avec la croissance. Il ne vous réduit pas à vos mécanismes d'adaptation ni à vos erreurs. Il les considère comme des expressions de couches plus profondes qui méritent compréhension plutôt que condamnation. Dans cette dynamique, l'intimité devient transformatrice. Vous commencez à vous comprendre plus clairement parce que quelqu'un d'autre vous a renvoyé des fragments que vous aviez ignorés ou enfouis. Sa présence agit comme un miroir, révélant à la fois vos blessures et votre potentiel. La relation devient un espace où des aspects cachés de vous peuvent progressivement s'intégrer à votre identité consciente. Non pas sous la contrainte, mais par l'acceptation. Lorsque nous affirmons que la véritable connexion est enracinée dans la profondeur et non dans la validation ou l'attention, nous établissons une distinction psychologique claire entre deux expériences émotionnelles très différentes. La validation et l'attention sont puissantes. Elles stimulent l'ego. Elles affirment l'identité. Elles créent une sensation d'être remarqué, choisi et temporairement valorisé. Quand quelqu'un vous accorde de l'attention, votre système nerveux réagit. Vous vous sentez vu, vous vous sentez important, vous vous sentez désiré. Mais l'attention est souvent conditionnelle. Elle dépend de la nouveauté, de la performance, de la réciprocité ou de la stimulation. Elle est entretenue par l'excitation. La profondeur, en revanche, ne repose pas sur la stimulation. Elle se construit sur la compréhension. Une connexion fondée sur la validation recherche la réassurance. M'admirez-vous? M'approuvez-vous? Avez-vous besoin de moi? Elle dépend subtilement des retours. Si ces retours s'affaiblissent, l'insécurité monte. Le lien commence à sembler instable parce qu'il était ancré à la réponse plutôt qu'à la reconnaissance. Dans les relations centrées sur l'attention, les deux individus peuvent devenir des interprètes. L'un joue l'attractivité, l'intelligence, la force, le mystère ou la réussite. L'autre joue l'admiration, le désir, la fascination ou la dépendance. Il y a un échange constant, mais cet échange est superficiel. La relation nourrit l'ego plutôt que le moi intérieur. Lorsque les circonstances changent, que le stress s'intensifie, que l'apparence évolue, que la confiance vacille, que la vie s'alourdit, la structure se fragilise parce qu'elle reposait sur le maintien d'une certaine image. Une connexion enracinée dans la profondeur fonctionne différemment. Elle ne dépend pas du fait d'être constamment impressionné par l'autre. Elle n'est pas alimentée par des éloges incessants ou une intensité dramatique. Elle est plutôt entretenue par la curiosité pour le monde intérieur de l'autre personne. La profondeur signifie vouloir comprendre comment quelqu'un pense lorsqu'il est seul, ce qui a façonné ses peurs, quels souvenirs influencent encore ses décisions,
quelles contradictions il porte. Elle implique un investissement émotionnel dans son paysage intérieur, pas seulement dans son comportement extérieur. La validation dit « tu me fais me sentir bien dans ma peau ». La profondeur dit « je veux comprendre qui tu es, même si cela ne me profite pas directement ». L'attention cherche souvent une récompense émotionnelle immédiate. La profondeur tolère l'inconfort. Elle est prête à s'asseoir dans le silence, la confusion ou la complexité sans exiger une réassurance rapide. Lorsque la connexion est fondée sur la validation, le conflit devient menaçant parce qu'il perturbe l'approbation. Le désaccord peut ressembler à un rejet. En revanche, lorsque la connexion est enracinée dans la profondeur, le conflit devient informatif. Il révèle des différences de perspective, d'histoire et de déclencheurs émotionnels. Plutôt que de déstabiliser le lien, il peut le renforcer parce que les deux individus s'intéressent à la compréhension plutôt qu'à la victoire. Les relations fondées sur l'attention semblent souvent intenses au début. Il y a de la chimie, une communication constante, de l'anticipation. Mais l'intensité n'est pas la même chose que l'intimité. L'intensité monte et redescend. La profondeur se construit lentement. Elle se forme à travers la vulnérabilité partagée, une présence constante et l'honnêteté émotionnelle. Elle se développe lorsque deux personnes se permettent mutuellement d'être témoins de l'incertitude, de l'imperfection et de la croissance. Une autre distinction réside dans la motivation. Si quelqu'un est principalement attaché à la validation, il peut inconsciemment chercher des partenaires qui l'admirent ou dépendent de lui. La relation devient un miroir reflétant l'image de soi désirée. Mais lorsque quelqu'un recherche la profondeur, il se préoccupe moins de la façon dont la relation renforce son statut ou son ego. Il s'intéresse davantage à l'évolution mutuelle, à la sécurité émotionnelle et à l'authenticité. Écrivez quote 3 dans les commentaires si vous choisissez l'évolution mutuelle. La profondeur permet aussi l'individualité. Parce que le lien n'est pas soutenu par une affirmation constante, il y a de l'espace pour l'indépendance. Chacun peut poursuivre sa propre évolution sans craindre l'abandon. La connexion n'exige pas de preuves constantes de loyauté à travers l'attention. Elle est stabilisée par la confiance dans la compréhension plutôt que par la fréquence des louanges. Dans une connexion fondée sur la profondeur, le silence ne signifie pas le désintérêt. L'espace ne signifie pas le détachement. Le lien ne se mesure pas à l'intensité de l'affection affichée, mais à la régularité avec laquelle la présence est offerte, notamment durant les moments ordinaires et anodins. Lorsque nous affirmons qu'un amour sincère embrasse à la fois votre lumière et votre ombre, nous reconnaissons que chaque être humain recèle une dualité. La lumière représente les qualités socialement récompensées et facilement admirées. La bienveillance, l'intelligence, l'humour, la générosité, la résilience, l'ambition. Ce sont les traits que vous êtes à l'aise de montrer. Ils suscitent l'approbation. Ils vous font vous sentir compétent et digne. La plupart des gens sont attirés par ces aspects, parce qu'ils sont agréables, inspirants et affirmatifs. L'ombre, en revanche, est plus complexe. Elle est constituée des traits, des impulsions, des peurs et des émotions que vous avez appris à dissimuler, à réprimer ou à nier. Elle peut inclure la jalousie, l'insécurité, la colère, l'égoïsme, l'envie, le besoin ou la vulnérabilité. Elle peut aussi contenir un potentiel inexploité, une audace que vous n'aviez pas osé exprimer, une créativité que vous aviez mise en doute, des désirs que vous jugez irréalistes. L'ombre n'est pas intrinsèquement négative, c'est simplement la partie de vous qui a été exclue de l'acceptation consciente. Dans de nombreuses relations, l'affection s'étend principalement vers la lumière. Quelqu'un peut aimer votre soutien, votre ambition, votre calme apparent sous pression. Mais lorsque l'ombre émerge, quand vous êtes anxieux plutôt que confiant, réactif plutôt que composé, incertain plutôt que décisif, la dynamique change. Si l'affection était conditionnelle, elle commence à se retirer. Vous pouvez vous sentir subtilement poussé à retrouver vos traits plus lumineux aussi rapidement que possible. Avec le temps,
cela crée une fragmentation émotionnelle. Vous commencez à croire que seules certaines parties de vous sont aimables. L'amour sincère ne nie pas l'existence de l'ombre. Il l'anticipe. Il comprend que la maturité implique la contradiction. Lorsque vous devenez irritable parce que vous êtes débordé, l'amour sincère regarde sous l'irritation, au lieu de vous étiqueter comme difficile. Lorsque vous admettez de l'insécurité, il n'interprète pas cela comme une faiblesse. Lorsque vous confrontez des émotions inconfortables, il ne bat pas en retraite par peur. Il demeure présent. Embrasser l'ombre ne signifie pas célébrer les comportements nuisibles, ni ignorer les limites. Cela signifie distinguer l'humanité fondamentale d'une personne de ses réactions temporaires. Cela signifie reconnaître que la colère peut dissimuler de la douleur, que la défensive peut dissimuler de la peur, que le retrait peut dissimuler de l'épuisement. Plutôt que de réagir au comportement de surface seul, l'amour sincère est curieux de ce qui l'a engendré. Ce type d'acceptation crée une sécurité psychologique. Lorsque vous savez que vos émotions plus sombres ne mèneront pas automatiquement au rejet, vous n'avez plus besoin de vous épuiser à maintenir la perfection. Vous pouvez admettre des erreurs. Vous pouvez exprimer des doutes. Vous pouvez révéler les parties de votre histoire qui ont façonné vos mécanismes d'adaptation. La relation devient un espace où l'intégration peut se produire, où la scission entre votre moi public et votre moi caché commence à s'atténuer. Il y a aussi de l'humilité dans le fait d'aimer l'ombre de quelqu'un. Cela exige de reconnaître la sienne. Lorsque deux personnes acceptent qu'elles portent toutes deux de l'insécurité, de l'orgueil, de la peur et des schémas non résolus, elles s'approchent l'une de l'autre avec compassion, plutôt qu'avec supériorité. Au lieu de chercher à dominer ou à corriger, elles cherchent à comprendre. Cette conscience mutuelle réduit la projection, cette tendance à critiquer chez les autres ce que nous n'avons pas accepté en nous-mêmes. L'affection qui embrasse à la fois la lumière et l'ombre est stable, parce qu'elle est réaliste. Elle ne dépend pas d'une image idéalisée qui doit être préservée à tout prix. Elle permet la croissance, parce qu'elle n'exige pas l'infaillibilité. Elle voit la beauté non seulement dans les forces, mais dans le courage qu'il faut pour affronter les faiblesses. Elle valorise l'honnêteté au-delà de l'image. Elle choisit la présence plutôt que l'illusion. Lorsque nous affirmons qu'être pleinement vu peut paraître inconfortable avant de sembler sécurisant, nous touchons quelque chose de profondément psychologique. La plupart des gens prétendent vouloir être compris. Mais l'expérience d'une véritable visibilité est bien plus vulnérable qu'il n'y paraît. Être pleinement vu signifie que quelqu'un n'observe pas seulement vos forces et vos réalisations, mais perçoit également vos peurs, vos contradictions, vos insécurités et vos schémas émotionnels. Ce niveau de reconnaissance supprime la distance protectrice à laquelle vous êtes habitué. Dès le début de la vie, les gens apprennent à gérer la façon dont ils sont perçus. Vous découvrez quels traits suscitent l'approbation et lesquels invitent la critique ou le rejet. Progressivement, vous affinez une version de vous-même qui semble acceptable. Ce moi social devient automatique. Vous ne réalisez peut-être même pas combien d'énergie vous dépensez à le maintenir. Lorsque quelqu'un commence à voir au-delà de cette surface, remarquant l'hésitation derrière votre confiance, la solitude derrière votre indépendance, ou la sensibilité sous votre sérénité, cela peut créer une tension en vous. Il y a un soulagement à être compris, mais il y a aussi une exposition. L'inconfort surgit parce qu'être vu menace le contrôle. Lorsque vous n'êtes que partiellement connu, vous pouvez guider le récit. Vous décidez de ce que vous révélez et de ce que vous dissimulez. Vous réglez la façon dont les autres vous interprètent. Mais lorsque quelqu'un saisit intuitivement des aspects de vous que vous n'avez pas soigneusement mis en scène, vous perdez une partie de ce contrôle. Cela peut paraître déstabilisant. Vous pouvez vous demander s'il va juger ce qu'il voit. Vous pouvez instinctivement vous retirer, désamorcer avec l'humour, changer de sujet ou minimiser vos sentiments. Il y a aussi une peur ancrée dans des expériences passées. Si la vulnérabilité a déjà conduit à des critiques, à la trahison ou au rejet,
Votre système nerveux associe l'exposition au danger. Ainsi, lorsque quelqu'un vous regarde avec perspicacité et dit quelque chose qui touche une partie cachée de vous, votre corps peut réagir avant votre esprit. Vous pouvez ressentir une soudaine défensive ou une envie de vous retirer. Cela ne signifie pas que vous rejetez la connexion. Cela signifie que vos défenses internes sont activées. Une autre raison pour laquelle la pleine visibilité paraît inconfortable est qu'elle confronte l'auto-illusion. Beaucoup de gens entretiennent des récits sur eux-mêmes pour préserver leur stabilité. Vous pouvez vous dire que certains événements ne vous affectent pas, que vous n'avez pas besoin de soutien, que vous êtes toujours rationnel. Lorsque quelqu'un vous renvoie doucement des schémas qui contredisent ces récits, cela remet en question votre image de vous-même. La croissance commence souvent par cet inconfort. La prise de conscience dérange les illusions familières. Cependant, lorsque la personne qui vous voit répond avec stabilité plutôt qu'avec jugement, l'expérience se transforme lentement. L'inconfort se mue en sécurité. Vous commencez à réaliser qu'être connu ne mène pas automatiquement au rejet. Écrivez sécurité dans les commentaires pour accueillir ce processus de guérison. Avec le temps, des expériences répétées de visibilité en sécurité construisent la confiance. Vous testez la connexion en révélant de petites vérités, puis de plus profondes. Chaque fois que l'acceptation reste constante, vos défenses internes s'adoucissent. Ce qui semblait menaçant commence à paraître ancrant. Au lieu de performer la force, vous vous permettez d'admettre la confusion. Au lieu de cacher la tristesse, vous l'exprimez. La relation devient moins une question d'impression et davantage une question d'authenticité. La pleine visibilité encourage aussi l'intégration. Lorsque quelqu'un accepte des parties de vous que vous rejetiez auparavant, vous commencez à les accepter également. Sa reconnaissance sereine réduit votre honte intérieure. Ce qui semblait être un défaut devient un trait humain. Ce qui semblait isolant devient partagé. L'inconfort initial n'était pas un signe d'incompatibilité. C'était la réaction naturelle à la vulnérabilité, rencontrant une sécurité inhabituelle. Lorsque nous affirmons qu'un amour qui honore votre individualité ne cherche pas à vous remodeler, nous décrivons une forme d'attachement qui respecte l'autonomie plutôt que de chercher à la contrôler. Chaque personne entre dans une relation avec une identité préexistante, des valeurs, des préférences, des rythmes, des ambitions, des tendances émotionnelles et des façons d'interpréter le monde. Ces éléments forment l'architecture de l'individualité. Dans de nombreuses relations, cependant, une pression subtile commence à éroder cette structure. Un partenaire peut, consciemment ou inconsciemment, tenter de modeler l'autre en une version plus commode, plus docile ou plus familière. Le remodelage commence souvent discrètement. Il peut apparaître comme des suggestions formulées en termes d'amélioration. Habillez-vous différemment, parlez plus doucement, soyez moins intense, soyez plus sociable, soyez moins émotif, poursuivez des objectifs plus sûrs. Aucune de ces demandes ne semble extrême en soi, mais avec le temps, elles communiquent un message plus profond. Qui vous êtes est légèrement en décalage avec ce qui est désiré. Lorsque l'amour est conditionnel à l'ajustement, l'authenticité devient risquée. Vous commencez à vous surveiller, à éditer vos impulsions avant de les exprimer. L'amour qui honore l'individualité fonctionne à partir d'une base psychologique différente. Il ne perçoit pas la différence comme une menace. Il ne ressent pas votre autonomie comme un rejet. Au lieu de vous demander de vous conformer, il devient curieux de la raison pour laquelle vous êtes comme vous êtes. Votre indépendance n'est pas interprétée comme de la distance. Elle est comprise comme faisant partie de votre caractère. Votre intensité n'est pas étiquetée comme un excès. Elle est reconnue comme de la profondeur. Même lorsque les préférences divergent, le respect demeure intact. Cette forme d'amour reconnaît que la croissance est naturelle, mais elle distingue entre évolution et effacement. La croissance émerge du désir intérieur, pas de la pression extérieure. Lorsque quelqu'un honore votre individualité, il soutient votre développement sans en dicter la direction. Il vous encourage à affiner vos forces, à confronter vos angles morts et à poursuivre vos aspirations. Mais il ne rédige pas le scénario de ce que vous devriez devenir. Il est un compagnon de votre déploiement,
non l'architecte de votre transformation. Le contrôle dans les relations découle souvent de l'insécurité. Si quelqu'un craint l'abandon ou l'inadéquation, il peut essayer de gérer son environnement en façonnant le comportement de son partenaire. Le remodelage devient une stratégie de stabilité, mais la stabilité obtenue par la suppression engendre le ressentiment. La personne remodelée peut se conformer temporairement, mais ressentir intérieurement un sentiment d'amoindrissement. Avec le temps, les traits supprimés refont surface, parfois sous forme de frustration ou de retrait émotionnel. Honorer l'individualité exige une sécurité émotionnelle. Cela signifie faire confiance au fait que l'amour ne requiert pas l'uniformité. Deux identités distinctes peuvent coexister sans fusionner. Les différences de tempérament, d'intérêt ou de perspective ne sont pas automatiquement des problèmes à corriger. Ce sont des opportunités d'expansion. L'exposition à la vision du monde de quelqu'un d'autre peut élargir la vôtre sans la remplacer. Ce type de respect permet également des limites saines. Lorsque votre individualité est valorisée, vous avez le droit de dire non. Vous êtes autorisé à entretenir des amitiés, des rituels personnels, des pensées privées et des objectifs indépendants. Votre partenaire n'interprète pas ces éléments comme des menaces pour la connexion. Au contraire, il comprend qu'une relation solide est composée de deux individus entiers, et non de deux moitiés cherchant à se compléter. Il y a aussi une responsabilité dans cette dynamique. Honorer l'individualité n'excuse pas les comportements nuisibles. Cela ne romantise pas l'immaturité. Mais cela différencie l'identité fondamentale des schémas inadaptés. Si vous luttez avec certaines habitudes, la conversation se centre sur le bien-être mutuel, pas sur le remodelage de votre personnalité. L'objectif est l'alignement, non la domination. Lorsque l'amour respecte ce que vous êtes fondamentalement, vous éprouvez une liberté associée à l'engagement. Vous ne vous sentez pas obligé d'abandonner votre essence pour maintenir la proximité. Vous pouvez rester pleinement vous-même, tout en vous tenant aux côtés de quelqu'un qui vous choisit non pas comme un projet à améliorer, mais comme une personne à comprendre. Lorsque nous affirmons que la projection émotionnelle s'estompe, mais que la reconnaissance de l'âme demeure stable, nous pointons un processus psychologique qui façonne discrètement de nombreuses relations. La projection se produit lorsque quelqu'un attribue inconsciemment ses propres besoins inassouvis, ses désirs, ses peurs ou ses fantasmes idéalisés à une autre personne. Au lieu de voir l'autre tel qu'il est vraiment, il le voit comme une figure symbolique, un sauveur, un guérisseur, un partenaire parfait, une solution à la solitude ou un miroir de son moi désiré. La projection peut paraître intense et magnétique parce qu'elle est alimentée par un puissant désir intérieur. Au début d'une connexion, la projection crée souvent une chimie exacerbée. L'autre personne apparaît extraordinaire, presque mythique. Les défauts sont minimisés ou réinterprétés comme charmants. Les similitudes sont exagérées, les différences sont ignorées. L'image projetée génère de l'excitation, parce qu'elle promet l'accomplissement de quelque chose de profondément intérieur. Cependant, la projection est intrinsèquement instable, parce qu'elle n'est pas fondée sur une perception précise. Elle repose sur l'imagination superposée à la réalité. Avec le temps, la réalité interrompt inévitablement la projection. La personne commence à se comporter d'une manière qui contredit le fantasme. Elle a des limites, elle déçoit, elle révèle des contradictions, elle